Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu, l'émission pour les dirigeants d'entreprises pour expliquer nos pépites françaises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. Émile Ménétré, bonjour. Bonjour. Alors Émile, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Smartphone ID, solution qui a été créée en 2017 et qui est devenue en quelques années finalement une référence dans la production sécurisée de photos d'identité par smartphone. Exactement. Et nous allons expliquer tout ceci juste après. Pierre Loutman, bonjour. Bonjour Virginie. Donc Pierre, vous êtes directeur développement pour Modulo Protect, spécialiste français depuis 2003 du bâtiment modulaire haute et très haute sécurité basé à, alors il ne faut pas que je me trompe, Mutterstolz. Presque. Commune française qui est donc située dans le Bas-Rhin. Exactement. Alors, je vais commencer par vous, Émile, si vous le voulez bien. On va d'abord, vous allez nous raconter une histoire. Vous allez nous raconter l'histoire de cette idée de création de Smartphone ID. Comment vous est venue l'idée et pour répondre à quels enjeux ? Alors, l'idée, elle est venue de la mise en place de la dématérialisation des services publics de l'État au niveau du permis de conduire, puisqu'en 2017, il a été imposé à l'ensemble des auto-écoles de faire une photo d'identité et le dossier en ligne. Donc, il y avait un code e-photo. Et on mettait son code e-photo dans les photocabines ou chez les photographes. Et l'État allait chercher chez les serveurs qui étaient agréés la photo et la signature. Donc c'était un grand pas en avant. Et du coup, l'idée m'est venue en me disant, mais on peut tout faire en ligne, mais pour la photo, il faut sortir chez soi. Et on sait qu'en France, il y a 14 000 photocabines, mais qu'elles sont centrées dans des zones urbaines. Et les photographes, il n'y en a que 2500, et ils sont aussi dans des zones un peu à haute densité, on va dire. Et du coup, ça laissait quand même beaucoup de gens sur le devant de la porte et qui n'avaient pas les moyens de se déplacer. Je parle des personnes en situation de handicap. Je pense à nos aînés dans les EHPAD qui ont besoin d'une photo d'identité, etc. Et du coup, on a commencé à travailler là-dessus en pensant que c'était d'ailleurs facile, puisqu'avec le mode selfie et la mode de l'époque, on pensait que ça allait être assez aisé. Et on s'est rendu compte que la réglementation et les normes imposées à la photo d'identité demandaient d'abord une qualité extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est de demander aussi une sécurité. Donc, en termes de sécurité, on a d'abord travaillé sur un brevet, un premier brevet IA, qui permet de valider la présence humaine de la personne. C'est-à-dire qu'on prend trois photos en moins d'une seconde pour voir que la personne bouge, sans rien lui dire. Et après, on a eu l'ISO 307, qui est un ISO qui permet de détecter tout ce qui est fraude, morphing, masque, photo d'IA, film de haute définition, etc., etc. Et du coup, avec ces normes de sécurité et notre outil qu'on avait développé en interne, notre propre outil depuis 2017, on a acquis une expertise très très forte sur les photos d'identité et sur la qualité des photos d'identité. Et on a une équipe humaine après qui valide, qui remplace un peu les services de l'État, pour tout vous dire. Ce qui fait que ce qu'on envoie aux services de l'État, on a un taux de fraude le plus bas, en tout cas en France, pour la photo d'identité, pour tous les documents officiels. Et maintenant, on se développe beaucoup à l'étranger. Et on vend déjà dans 191 pays. Alors on va y venir, trop tard, okay, on va y venir. Donc je me tais. Non, mais c'est très intéressant. On buvait vos paroles, c'est très intéressant. Mais avant d'arriver justement à où vous en êtes aujourd'hui, on le voit, c'est ce que je disais en introduction, ça a très vite évolué. Par contre, vous êtes plein d'humilité parce qu'entre ce moment où l'idée germe et où on commence à commercialiser, il y a quand même, vous l'avez évoqué, un certain temps de développement et d'adaptation par rapport à des normes, par rapport à la législation. Ça représente quel délai ? Ça représente, on va dire, à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour comprendre ce que l'attente des clients. Voilà, donc ça a été une grosse difficulté. Donc il a fallu auditer, démarcher, écouter le besoin. Alors nous, on a travaillé en B2C et on continue à travailler en B2C. Et du coup, on avait un service client qui était très important pour nous, puisqu'il était en contact direct avec les clients, oui, et qui nous remontait systématiquement
ce qui n'allait pas, et du coup on a travaillé comme ça. C'est-à-dire qu'on Vous aviez un panel représentatif de la cible déterminée au départ. Le panel, c'était les clients qui l'utilisaient, Oui. et c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors après, on a fait des panels avec des personnes en situation de handicap, Oui. qui avaient eu un smartphone, qui n'avaient jamais utilisé un smartphone, etc. Mais l'idée, c'était déjà d'utiliser nos clients en direct. Oui. Et en gros, on a lancé le produit, et au fur et à mesure, on l'a amélioré en temps réel. Voilà. Ouais. Il y a eu des défis pendant toute cette période, défis technologiques, vous avez parlé de l'IA, mais défis aussi au niveau réglementaire, conformité. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont passées ces dernières années. Alors, il y avait le RGPD, naturellement, mais du coup, les clients avaient aussi besoin d'être assurés sur ce qu'on faisait d'une photo, combien de temps on la gardait, comment la sécuriser, combien ils pouvaient la garder, etc., etc. Et ce qui est je trouve exceptionnel, c'est que souvent les entreprises privées qui ont beau avoir toutes les demandes de garantie sont très, très en avant, très push, très dynamiques. Et je trouve que c'est surtout les services de l'État qui prennent beaucoup de précautions sur le règlement, et parce que je pense que les services juridiques de l'État sont plus lents que le service juridique des entreprises privées. Voilà. Oui, et puis on leur demande effectivement d'être le garde-fou peut-être et d'être très vigilant sur les réglementations. À quel moment vous avez commencé à effleurer le sujet en disant aujourd'hui nous sommes présents sur 191 pays? À quel moment vous vous êtes dit très bien, ça y est, on est arrivé à maturité sur ce qu'on offre aujourd'hui comme solution, on va aller plus loin finalement, on peut aller au-delà et aussi offrir ces services à d'autres pays. Alors, offrir ces services à d'autres pays, on s'aperçoit par exemple que les États-Unis ne sont pas très en avance. Il y a quelques États qui sont en avance sur la photo sécurisée, mais on s'est aperçu très rapidement qu'ils avaient de gros besoins sur la photo d'identité sécurisée, des contrôles biométriques, etc. On a pris des contacts, on fait partie d'une nation qui s'appelle l'ANVA, et on a pris des contacts notamment avec le FBI qui fait des contrôles et des bases de données importantes. Et sur les autres pays, on a eu des demandes aujourd'hui qui ont été beaucoup liées au badge d'entreprise et badge de sécurité. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une entreprise de 6 000, 10 000, 15 000 personnes, ils ne sont pas tous au bon moment, au bon endroit, au moment de faire le badge pour entrer dans l'entreprise. Je prends le cas par exemple d'un hôpital où le travail est 24-24, les équipes, c'est du 3-8. Au moment où certaines équipes travaillent, le bureau de l'informatique ou de la RH n'est pas forcément ouvert à ce moment-là. Et nous, on peut récupérer ces informations-là. Je prends le cas de Média, du groupe Altis, qui avait, eux, embauché pendant une semaine un photographe au siège pour faire les photos. Mais comme vous le savez, ils ont des reporters dans tous les coins du monde. Et ces reporters, quand ils rentrent de mission, ils ont besoin d'avoir un badge déjà qui est prêt, qui les attend. Voilà. Donc, suite à des demandes de clients, on s'est aperçu qu'il y avait un véritable besoin et que nous, on apportait une solution fiable, sécurisée à ces clients-là. Mais ça se fait souvent au travers de salons professionnels ou d'échanges et d'écoute. Bien sûr. Toujours être à l'écoute. Vous vous déplacez, du coup, dans ces différents pays régulièrement ? Tout à fait. On se déplace énormément. On fait partie d'ICAO, qui est l'association civile d'aviation qui définit toutes les normes du passeport pour le monde entier. Donc on est présent chez eux dans un groupe de réflexion. Et puis on se déplace dans beaucoup de salons professionnels liés à différentes professions. Un, pour rencontrer les gens, et puis deux, pour expliquer, pour comprendre ce dont ils ont besoin, et de nous leur expliquer un peu ce que l'on fait. Voilà. Aujourd'hui, Émile, chiffre d'affaires 1,3 million d'euros donc en 2024, ouais. C'est bien ça. Ouais. Quelle est la part liée à l'international et part au niveau de la France ? Aujourd'hui, on fait 80% encore, on va dire, en France, et 20% à l'étranger. L'an prochain, on sera plutôt sur du 70-30, 30% à l'étranger. Notamment, on attaque beaucoup le continent africain, dans lequel il y a énormément de besoins et il y a très peu de concurrents. Donc, nous, on est content que nos concurrents ne veulent pas aller sur ce continent-là. Il y a un véritable besoin avec une habitude de l'usage du smartphone aussi au quotidien qui est beaucoup plus importante que dans nos pays à nous. Alors, Émile, vous allez maintenant nous expliquer plus concrètement cette offre de service avec de l'IA
dont une IA propriétaire. Comment est-ce quelle est exactement cette solution? Et puis, quels sont les avantages en matière de sécurité à la fois et puis d'indépendance technologique? Alors déjà, en matière de sécurité, la première source de contrôle, c'est le visage. Quand un gendarme vous arrête au bord de la route, la première chose qu'il vous demande, c'est vos documents. Et votre nom, votre prénom, tout le monde peut dire qu'il s'appelle Emmanuel Macron, mais vous n'avez pas tous parce qu'on a toutes les informations pour voler l'identité d'Emmanuel Macron. On a son adresse, on a son date de naissance, etc. Donc c'est l'identité qui se vole, c'est tout sauf la photo, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ressemble à quelqu'un. Donc ça, c'est le premier contrôle, c'est la photo, et ça, c'est très important. Et puis, on travaille donc sur toutes ces comparaisons de la photo avec la photo d'origine. Mais pour cela, ce qui est important, c'est d'avoir une photo de qualité. Et on s'aperçoit qu'en général, les gens ne font pas d'efforts pour prendre une photo tout seul. Donc, enfin, vous voyez, ou se faire même prendre en photo, ils ne vont pas faire attention à la lumière. Et donc, notre IA va, elle, en tout cas, enlever le décor qui n'est pas nécessaire, ou le personnaliser au nom de l'entreprise, ça peut être une question de badge, mais mettre aussi après, du coup, les outils de biométrie pour faire des contrôles d'entrée dans certains lieux. Mais après, pour plein de choses, dans la sûreté nucléaire notamment, vous avez des intervenants extérieurs qui doivent peut-être rentrer. Comment savoir que les intervenants extérieurs qui rentrent ne sont pas, comme dans les films policiers, d'autres personnes mais on est la photo. Et quand on a la photo de quelqu'un, ça dissuade énormément déjà. Donc je ne dis pas que tout est impossible, mais en tout cas, ça dissuade énormément. C'est une technologie qui est éprouvée aujourd'hui. Il y a toujours, comme vous venez de le dire très justement, Émile, nul n'est parfait, sinon on vivrait dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire en taux on va dire positif, quel est le retour de la part de vos clients justement avec cette solution? Quel est le taux aujourd'hui d'assurance, entre guillemets, d'avoir... Alors, sur le B2C, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des éditeurs qui vont intégrer notre solution, que ce soit des éditeurs de logiciels CRM, de badges de contrôle, etc. Et comme on a un taux aujourd'hui très bas, parce que je vous l'ai dit, on a à la fois une technologie avec un IA propriétaire, plus un contrôle humain derrière, ce qui fait que quand on délivre la photo, on a un taux de 0,001, et ça, ce sont nos partenaires qui nous le disent, c'est pas nous. Donc, en termes de qualité, nous, on est là aujourd'hui. Après, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres enjeux. On travaille sur les reconnaissances des empreintes, parce qu'aujourd'hui, sur les derniers téléphones, vous pouvez faire une empreinte automatique à partir de votre smartphone sans avoir à vous déplacer. Donc, éviter du déplacement. D'y aller une seule fois pour récupérer votre document, c'est une chose. Faire 2 déplacements pour des gens même qui sont en ville et qui travaillent, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez autour de cette photo d'identité qui était initialement le service que vous proposiez, d'autres services autour de la photo. On travaille sur d'autres services, sur les empreintes palmaires naturellement. On travaille aussi sur le 3D, c'est-à-dire faire une image 3D pour avoir une bonne reconnaissance du visage, ce qui devient de plus en plus difficile à contrecarrer. Et voilà, donc on a encore beaucoup de développement. Et puis on pense peut-être qu'un jour on aura comme pour démarrer une voiture où on doit souffler pour voir si on n'a pas d'alcool, peut-être que demain on devra souffler pour passer la douane, pour récupérer l'ADN. Et là on aura peut-être même plus besoin de photos à ce moment-là, mais ça c'est pas pour tout de suite. Mais il faut toujours rêver. Il faut toujours se projeter dans l'avenir. On va parler organisation au sein aujourd'hui de votre société et puis la partie RH. Lorsque nous avons préparé l'émission, vous disiez que vous étiez à 100% télétravail. Alors, c'est une entreprise un peu atypique. On est à 100% télétravail. Nous avons d'abord une filiale en Tunisie avec 7 personnes et une filiale avec 6 personnes au Sénégal, à Dakar, à Sfax en Tunisie et à Dakar. Et après ça, tous nos employés sont un peu de partout. Donc, on a des personnes en Lituanie, on a des personnes en Lettonie,
On a des personnes en Italie, Espagne, au Pérou. C'est un peu nécessaire du fait que vous soyez aussi présent dans différents pays. Alors, tout à fait, mais il y avait aussi le besoin parfois de comprendre la culture, parce que vous avez beau vendre la même chose, les gens ne l'utilisent jamais de la même façon. Donc c'était bien d'avoir des gens locaux et installés localement. Et puis après, on a énormément de chance. Donc il y a eu la pandémie, donc nous on était déjà 100% équipés. Mais ce qui a été difficile, c'était de mettre une relation avec les personnes. Et ça a été un peu compliqué au démarrage. Il vous arrive de temps en temps de pouvoir regrouper tout le monde sur une journée, une demi-journée? Alors, on fait une fois par an, on regroupe tout le monde. Donc, on saute d'un pays à un autre pour se retrouver entre 3 et 4 jours. Et puis, avec le CODIR, on essaie de faire ça 4 fois, voire 5 fois par an, pour faire des réunions stratégiques et se retrouver là juste 2 jours. Mais toujours pareil, comme ils sont tous un peu éparpillés, on profite tout d'aller dans leur pays ou de le faire à partir de la France, qui est un très très beau pays. Moi, je suis très content d'être en Europe et je trouve qu'on a beaucoup de chance, parce qu'on a d'abord un pays en termes d'entreprise extrêmement dynamique en France. On a aussi un État quand même qui est en train de passer la passerelle du numérique pour les usagers. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a toujours des difficultés, mais ça se fait quand même très bien. On le voit avec la carte vitale, on a quand même énormément de chance. Et on est parmi, je pense, les leaders du monde. Et dernièrement, j'ai assisté à une présentation du serveur quantique. Oui. Et il y en a 3 dans le monde, Chine, effectivement. France et Amérique. Donc. Et la France n'a pas à rougir, et on peut saluer ceux qui travaillent dessus. Et un beau cocorico, merci Émile. Eh bien, c'est une belle transition, parce que Pierre, vous représentez aujourd'hui la société Modulo Protect, une société française, comme je le disais en introduction. Cette société existe depuis 2003. Tout à fait. Donc, un petit peu plus ancienne. Aujourd'hui, et la première question qui me venait, pourquoi la sécurité modulaire? Alors nous, on est effectivement dans la sécurité physique et beaucoup moins dans la sécurité électronique. Donc on est vraiment sur du vrai matériel éprouvé. En fait, l'entreprise a été créée par Monsieur Heim. C'est une entreprise familiale. Et il a été déjà propriétaire d'une entreprise dans les Vosges, et il a voulu effectivement faire évoluer le bâtiment modulaire sous le côté beaucoup plus sécuritaire. Et c'est comme ça que lui est venue justement l'idée de créer Modulo Protect en 2003, donc une entreprise de bâtiments modulaires qui s'occupe de toute la partie sécurité et haute sécurité, c'est ce qu'on disait en introduction. Quels ont été les premiers gros projets qui ont conforté ce positionnement dans le marché? On a eu l'opportunité de pouvoir travailler avec des grands noms, tels que Total, BP, Lubrizol. Et c'est vrai que c'est eux qui ont réussi à nous mettre le pied un peu à l'étrier. En fait, il y a une majorité des sites Céveso, principalement en France, qui sont classés avec des zones PPRT. Et PPRT, c'est des plans de prévention aux risques technologiques. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il faut respecter la réglementation qui impose que dans ces zones spécifiques, justement, il y ait des bâtiments spécifiques. Et c'est comme ça qu'est venu justement et qu'a été créé Modulo Protect. Alors, quand on va vers ce type de marché, avec une exigence en termes de sécurité et de haute sécurité, que ce soit les exigences feu, mais également tout ce qui est pare-balles. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la pertinence, de la fiabilité de ces produits? C'est tout un... Je présume, un process de validation, là encore, d'écoute sur le terrain, de test. Alors l'écoute sur le terrain, c'est la step one. C'est vraiment... nous, on fait que du sur-mesure. Donc en fait, si vous voulez, il y a différents domaines, on va les prendre les uns après les autres. Le domaine de l'anti-explosion, qu'on appelle aujourd'hui les bâtiments blast-proof, ceux-là... ils sont étudiés au cas par cas. C'est-à-dire que suivant la zone dans laquelle ils vont être implantés, vous allez avoir des problématiques qui vont être différentes. La zone de surpression, le temps de l'onde de choc, du flux thermique, des gaz, bref, différentes choses qui vont venir se cumuler.
Et ça, à chaque fois, la solution, c'est une solution sur mesure qui va être étudiée spécifiquement pour le client. Pour les autres, toute la partie, on va dire, anti-effraction et la partie par balle, souvent c'est la demande du client, c'est-à-dire qu'il veut atteindre un certain seuil de sécurité. Donc évidemment, nous, on l'accompagne pour aller dans ce projet-là. Parfois, les gens veulent faire beaucoup, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller aussi loin, et inversement, il y en a qui veulent faire pas assez pour sécuriser des choses qui doivent l'être beaucoup plus. Donc là, c'est toujours la même chose, c'est toujours du sur-mesure, et toutes ces choses-là, nous, Modulo Protect, on les a fait tester au CNPP, donc c'est-à-dire toute la partie anti-effraction, qui est une norme qui va de CR1 à CR6, en sachant que le niveau CR6 est le plus élevé. Pareil pour le pare-balles de FB1 à FB7, le FB7 c'est le plus élevé. On a fait de CR1 à CR6 et de FB1 à FB7 l'ensemble des tests. Cela prend combien de temps, tous ces tests? On l'a étalé sur, je crois, 2 journées complètes, mais on avait effectivement fait l'ensemble des modules chez nous. On avait tout préparé pour pouvoir réaliser les tests en réel. Et une fois que vous avez ces tests, c'est certifié quelque part? Ah, mais c'est certifié au CNPP au niveau national, et effectivement, on a notre tampon, comme quoi, effectivement, l'ensemble de nos produits est bien certifié au niveau national. Très bien. Est-ce que, par rapport à toutes ces innovations, ces technologies que vous venez d'évoquer, selon vous, est-ce qu'il y en a une qui est prioritaire pour Modulo Protect, ou 2 prioritaires? Et si oui, lesquelles? Laquelle ou lesquelles? Pour nous, la prioritaire, c'est la partie Blast. On a une expertise très très forte. On est né avec le bâtiment Blast. On continue de le promouvoir. D'ailleurs, on a lancé un nouveau produit, mais disons, en étant à l'écoute du client, c'est ce qu'on disait avant, les gens ne veulent pas forcément toujours investir dans du bâtiment anti-explosion parce que ça a un coût réel. Bien sûr. Et donc, effectivement, ils veulent plutôt s'inscrire dans des projets avec de la location. Et ça, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et on a justement développé toute une gamme de produits en location avec différents niveaux, différents seuils de surpression. Parce qu'évidemment, on peut pas avoir toute la gamme en sur-mesure avec les surpressions adéquates en fonction des demandes. Donc, on a une gamme, on va dire, vous avez standard. statistiquement, on va dire, considéré que c'était ce type de gamme qui était le plus demandé, ce qui vous permet aujourd'hui d'apporter une offre complémentaire, qui est une offre de location et qui permet d'attirer de nouveaux clients qui aujourd'hui ont besoin ponctuellement de ce type de caisson, de bâtiments modulaires. Mais en fait, c'est ça, parce qu'effectivement, dans le cadre de certains arrêts, vous allez avoir des usines qui vont juste s'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin, sur des courtes durées. Et c'est sûr qu'investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir quelques modules, parfois, le jeu en vaut pas vraiment la chandelle. Donc forcément, alors ils vont avoir plutôt tendance à délocaliser la zone de travaux, à la mettre beaucoup plus loin, à fonctionner avec des bâtiments dits normaux, sans problématique de sécurité particulière. Mais forcément, ça ne les avantage pas réellement parce que justement, c'est délocalisé par rapport à la zone de chantier. Donc après, c'est un choix qui est arbitré par les entreprises en question. Au niveau organisation interne et partie RH, la partie R&D, là encore, j'imagine que c'est quelque chose de conséquent chez vous. Ça représente combien de collaborateurs qui sont davantage sur cette partie ? Aujourd'hui, on est 25 personnes chez Modulo Protect. On a un bureau d'études qui est dédié, ils sont 3 directement. Après, on a une spécificité chez Modulo Protect qui est qu'en fait, chaque chargé d'affaires a des domaines de compétences bien spécifiques. Il y en a certains qui vont travailler, comme dit, sur l'anti-explosion, d'autres qui vont partir sur le blindage, d'autres qui vont partir sur le latex, d'autres qui vont partir sur des shelters techniques, d'autres sur des data centers. Donc, vous recherchez des expertises très spécifiques, finalement, lors des recrutements, par rapport aux projets qui leur seront confiés et en avant-projet, puisque c'est bureau d'études. Les chargés d'affaires, effectivement, avec qui on travaille, enfin, mes collaborateurs directs de tous les jours, effectivement, ont une expertise technique très très forte, maîtrisent l'ensemble des problématiques techniques, parce qu'il y a vraiment toute la partie technique au sens large, toute la partie bâtiment aussi, et toute la partie dessin. Parce que c'est eux-mêmes qui font l'ensemble des plans, qui le lancent en fabrication. Donc chacun suit vraiment, une fois que le dossier rentre, jusqu'à la finalité, l'ensemble de son projet. En préparant l'émission, vous nous parliez également de la politique RSE. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots ? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que
Modulo Protect, on est basé en Alsace, on est basé à Muttersols. D'une manière très générale, on essaye de faire un maximum de local. Si c'est pas possible, national. Et si c'est pas possible, européen. On s'arrête là, on veut surtout pas aller plus loin avec d'autres produits, on est un petit peu chaud, hein. mais c'est vrai que cette volonté-là... On va parler de souveraineté, c'est aujourd'hui effectivement un sujet qui nous concerne tous et qui vous permet de vous assurer que vous êtes bien sur des produits qui correspondent aujourd'hui aux attentes, surtout que vous travaillez avec des acteurs, on le rappelle, dans des zones parfois sensibles. Et je présume que c'est une des premières questions qu'ils vous posent. Oui, il n'y a pas une semaine où on ne signe pas de charte de confidentialité. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est structuré, on est un consortium d'entreprises. Modulo Protect s'inscrit dans un ensemble de 4 entreprises. Un Modulo Protect donc, qui fait du bâtiment modulaire très haute sécurité. Modulo Solutions qui fait du bâtiment modulaire généraliste. Et on a encore 2 autres structures qui sont la métallerie et l'entreprise de chauffage-ventilation. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'ensemble du personnel sans avoir besoin réellement avoir recours à la sous-traitance. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des gens qui sont dans le pénitencier, dans le bancaire, dans le nucléaire, dans la pétrochimie, vous imaginez bien que tous ces gens-là n'aiment pas que leur plan navigue à travers une multitude d'entreprises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est structuré de cette manière-là, justement, pour pouvoir répondre stratégiquement et être en autonomie, puisqu'on a nos transporteurs, nos techniciens, on a l'ensemble de la logistique aussi dont on dispose pour pouvoir répondre au mieux à l'ensemble des projets de nos clients. Merci beaucoup Pierre, je vais revenir vers vous après sur votre vision pour demain, mais avant tout je vais revenir quand même vers vous. Émile, je voyais que vous écoutiez Pierre sur un aspect qui est très différent de ce que vous faites, mais comme je dis, comme ce qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est justement d'avoir des invités très complémentaires dans les solutions qu'ils proposent. On a vu tout à l'heure la croissance fulgurante, j'ai envie de dire, de Smartphone ID sur différents pays. Quel est votre objectif de croissance dans les 3 à 5 ans à venir ? Alors l'objectif de chiffre d'affaires, je ne vais pas l'annoncer parce que tout ce qu'on annonce ne fonctionne jamais vraiment bien. Et que nous vous êtes superstitieux peut-être. Non, pas du tout. Nous sommes très en confiance et nous avons voilà. On a des objectifs au contraire très ambitieux. Mais ce que je veux dire, c'est surtout on aimerait acquérir une forte expertise pour beaucoup de pays et devenir une sorte de référence, en tout cas, sur l'utilisation du smartphone et de la photo-entité et du contrôle biométrique. Voilà. Donc ça, on aimerait demain avoir... Aujourd'hui, on a pas mal de certifications, nous aussi, qui sont un problème de souveraineté, parce que ce qui est valable en France n'est pas forcément valable en Allemagne, n'est pas forcément... Et ça, d'un point de vue européen, je trouve que ça pose des problèmes aujourd'hui, parce que ce sont des investissements qui sont lourds et qui apportent les mêmes réponses dans tous les pays, de toute façon. Donc j'espère qu'un jour, nos politiques prendront conscience de ça, surtout que souvent, les entreprises dynamiques, en tout cas comme celle de Pierre ou de la mienne, sont des entreprises, des PME, on va dire. Et du coup, ces certifications-là prennent du temps, coûtent beaucoup d'argent et demandent en amont, naturellement, d'avoir une sûreté de nous-mêmes dans nos process et dans nos produits. Voilà. Donc, nous, on veut devenir un leader et une reconnaissance mondiale. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi de salons à l'étranger sur le B2B. Et qu'aujourd'hui, le B2C, on l'abandonne un peu pour se consacrer au B2B. Est-ce qu'il y a des étapes clés, selon vous, justement, pour arriver à ceci demain ? Oui. La première étape, c'est de trouver un leader dans une zone bien déterminée qui approuve notre solution et qui va, demain, après l'avoir expérimenté en tant que client, pouvoir la recommander à ses partenaires. Le fameux ambassadeur. Tout à fait. Et ça marche très bien. Mais ça, le plus dur, c'est d'avoir le premier. Voilà. Bien sûr. Donc, dès qu'on a le premier client, on s'aperçoit qu'il en parle, il nous invite à des salons professionnels, il nous présente, et du coup, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Mais le premier, il faut que ça soit quand même un des leaders du marché,
parce qu'il a besoin d'avoir une certaine image, une certaine résonance et de confiance du marché. Et puis après, le reste, c'est comme dans la vie. On a besoin de confiance et que la confiance, elle s'installe pas à pas. Elle ne se décrète pas. On ne promet pas un programme qu'on ne peut pas tenir. Et du coup, on a beau être ambitieux, il y a des moments où il faut accepter la réalité, c'est que ça prend du temps, tout ça. Bien sûr. Et c'est comme un arbre qui pousse tout doucement. On a de plus en plus de fruits, mais il faut le laisser pousser à son rythme. Et puis, c'est un bel appel à tous nos abonnés et auditeurs. Vous verrez sur l'adresse qui est juste indiquée en dessous sur la rédaction. N'hésitez pas, si vous voulez tester, si vous voulez avoir plus d'informations, à nous contacter et nous relayerons avec grand plaisir à Émile les personnes qui souhaitent tester ceci. Pierre, vous-même, quelle est la prospective, les souhaits, les désirs pour les prochaines années? Alors, c'est peut-être pas d'être le leader mondial, parce qu'effectivement, il en faut un peu pour tout le monde. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est très présent au niveau national, on est présent dans les DOM-TOM, on commence à être présent au niveau de la région Benelux, on est présent en Suisse, un tout petit peu aussi dans le Nord-Afrique, sous couvert des entreprises françaises type Vinci, Bouygues, ces grosses entités qui arrivent le marché. Aujourd'hui, c'est d'élargir encore un peu notre spectre sur la partie Europe, sur les pays limitrophes, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Il y a des choses à faire. On commence à y travailler, mais là, je rejoins totalement Émile, tout ça, ça prend du temps. Alors, je vais vous poser une dernière question subsidiaire à tous les deux. Allez, celui qui veut s'y lancer en premier. Comment imaginez-vous le futur de la sécurité avec votre solution dans 10 ans? Alors, moi, j'adore la science-fiction et je m'aperçois que la science-fiction rejoint le réel. À certains moments, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu. Donc, moi, ce que je vous dis en termes de contrôle de l'identité des personnes, demain, je pense qu'il sera pratiquement impossible de voler l'identité parce que les identités ne sont plus sur les documents, en tout cas. La photo peut-être restera là, mais on aura aussi d'autres documents, d'autres liens et d'autres échanges très faciles dans des contrôles biométriques. Alors, on l'a vu, il y a le contrôle avec les yeux, il y a le contrôle avec les empreintes, mais pourquoi pas demain aussi... avec l'ADN. Avec l'ADN, tout à fait, qui serait un contrôle si, en tout cas... il est bien protégé et contrôlé, je suppose, par en tout cas des États sûrs, quelque chose d'infalsifiable, quoi. Ouais, c'est ça, le contrôle ultime, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà le futur. Mais le futur avance vite quand même, parce que on a vécu la révolution numérique, on arrive dans la révolution de l'intelligence artificielle, on parle de quantique. Le quantique, c'est d'inventer des choses qui n'existent pas, et je trouve que c'est merveilleux. Pierre, un complément? Encore une fois, nous, on est plus dans la protection physique, moins dans l'électronique. Aujourd'hui, le physique, on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est répondre au mieux à l'attente de nos clients. C'est pour ça qu'on donne un accompagnement fort, du début du projet, vraiment en amont. On les accompagne jusqu'à la fin, pour que vraiment le produit qu'ils veulent, on arrive à leur fabriquer. Eh bien, c'est parfait. Sur cette belle parole, pour cette belle conclusion, je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Anews Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission.